BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Il vient de publier sa lettre au président. Il va lui remettre un rapport. François Villeroy de Galhau, bonjour. Merci d'être là. Journée chargée pour vous. Je rappelle bien sûr que vous êtes gouverneur de la Banque de France. On va parler de politique monétaire. On va parler de cette fameuse dette. Est-ce qu'il faut la rembourser ou pas? Est-ce qu'il faut la cantonner, la dette en tous les cas liée à cette pandémie de la Covid? Mais d'abord, une question sur la reprise d'activité. L'INSEE a publié ses estimations, non pas de croissance bien sûr, mais enfin de prévision de décroissance du PIB, moins 9%, plutôt optimiste. Vous étiez à moins 10%, le gouvernement à moins 11%. Alors, est-ce que vous êtes tous au doigt mouillé et que ça peut évaluer? Est-ce que c'est crédible? Non, je crois... Ou est-ce que pourquoi il y a quand même une variation significative? Chevrillon, je crois que dans les temps très incertains que nous vivons, il ne faut pas exagérer des différences à 1% près. Ça fait quand même quelques milliards. Je vais revenir, si vous voulez bien, là-dessus. Ce que nous voyons, c'est qu'il y a eu évidemment un plongeon très brutal avec le confinement. Nous l'avons mesuré mois par mois avec ce qu'on appelle notre enquête mensuelle de conjoncture auprès de milliers d'entreprises de toute taille dans tous les secteurs et qui s'est avéré un thermomètre extrêmement précieux. Le plongeon le plus brutal, il est vers moins 30% en mars-avril. Et puis depuis, nous remontons à moins 9% à la fin du mois de juin. Ensuite, nous pensons que la reprise aura un profil, si vous me permettez l'image, en aile d'oiseau, voilà, c'est-à-dire qu'on remonte fortement au début, et puis si je peux faire le geste pour ceux qui nous regardent, ça s'aplanit progressivement, et on ne retrouve qu'au bout de 2 ans à peu près, je vais y revenir, le niveau pré-Covid. Alors, ce que nous observons, comme l'INSEE d'ailleurs, depuis quelques semaines, c'est que évidemment, cette crise est sévère, mais peut-être moins sévère que nous ne le craignerions et que la reprise est plus rapide. Je vous en cite 2 illustrations. La première, c'est que nous sommes, je le disais, à moins 9% sur l'économie française en moyenne fin juin. L'économie française est aujourd'hui au niveau où nous l'attendions en septembre. Donc 3 mois d'avance un peu sur la reprise. Et ceci pourrait vouloir dire que nous retrouvons le niveau d'activité pré-Covid, non pas mi-2022, comme nous l'anticipions initialement, mais début 2022. Je souligne encore une fois qu'il y a beaucoup d'aléas, dont bien sûr l'aléa sanitaire qui est absolument clé. Vous êtes plutôt optimiste, François Villeroy de Galhau? Je récuse beaucoup la lecture en termes optimistes ou pessimistes dans la situation où nous sommes. Je crois qu'il faut être les yeux ouverts. Il faut essayer de rester calme, objectif. Vous savez, il y a 2 mois, au mois d'avril, tout le monde annonçait la fin de l'économie. Aujourd'hui, il y aura une tendance à dire, voilà, ça ne va être qu'un mauvais moment à passer. Non, c'est une crise grave. Mais nous avons des atouts pour réussir la reconstruction. C'est un de mes messages centraux dans cette lettre. On a plutôt bien géré la phase d'urgence du printemps. Maintenant, il faut une stratégie sur la reconstruction, un peu moins de bouclier public général et davantage de confiance privée avec les ménages et les entreprises. Si nous gérons bien cela, cette rude crise peut aussi être notre chance. Cette phase de reconstruction, elle passe par des mesures fortes. Il y en a déjà eu sur les PGE. On parlera peut-être aussi des fonds propres des entreprises dans un instant, mais il faut un plan de relance. Il serait calibré autour de 100 milliards, selon les informations qui peuvent sortir de Bercy. Est-ce que ça vous paraît dans une épure propre à soutenir justement cette reconstruction? D'abord, c'est normal, Edwige Chevrillon, je suis beaucoup moins informé que vous, et donc moi je n'ai pas entendu citer ces chiffres. Vous avez entendu des chiffres plus élevés? Non, je n'ai pas entendu de chiffres. Mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il y a 2 moments différents. Et nous sommes en train de changer de moment. Et ça, je crois que c'est un des messages centraux de cette lettre. Il y a eu cette phase, ce choc très violent, et cette phase d'urgence et de mobilisation générale. Et là, elle reposait très très largement sur l'amortisseur public. C'est des chiffres que je cite dans cette lettre. L'État, les administrations publiques représentent spontanément un peu moins de 25% de l'économie. Ils ont pris 60% du choc. L'amortisseur public a fonctionné massivement, y compris avec ses PGE garantis par l'État, et il le fallait. Ça augmente beaucoup la dette publique. C'est pas très fréquent qu'un gouverneur de la Banque de France dise une augmentation de la dette publique, elle est justifiée. Celle de 2020, elle est justifiée. Notre problème, c'est ce qu'on avait fait avant. Ça, c'est la phase d'urgence. La phase de reconstruction, elle est différente. Dans cette phase-là, l'État ne peut pas faire tout.
Et l'État ne doit pas faire seul. Et donc, il faut une stratégie avec certaines actions publiques ciblées, sélectives, bien coordonnées avec l'Europe, on en reparlera sans doute, mais il faut surtout la confiance des acteurs privés. C'est les ménages et les entreprises qui vont faire la reprise. Non, mais Edwige Chevrillon, n'attendez pas tout de l'État dans cette phase qui s'ouvre, et donc je crois que ça ne se joue pas uniquement sur le montant d'un plan de relance. Il faut des mesures de relance. Mais je vais le dire, plus encore que de mesures de relance, notre pays a besoin aujourd'hui d'un pacte de confiance avec les acteurs privés. J'insiste beaucoup sur ce pacte de confiance. Alors, nous allons y venir. Oui. Ce sont, si vous voulez bien, les 18 pages de cette lettre qui sont là, que je ne vais pas lire intégralement, non, mais on peut dire les mesures fortes. Que je vais me permettre de résumer, si vous le voulez bien. Il y a deux grands acteurs privés, c'est les ménages et les entreprises. Okay. Pour les ménages, il y a un facteur clé de la reprise, c'est qu'est-ce que nous-mêmes allons faire de l'épargne forcée accumulée pendant le confinement. Qui est de combien? Qui reste aux 75 milliards? C'est une question centrale et très significative. Nous avons une observation à fin mai, 65 milliards déjà, et nous estimons qu'à la fin de l'année, on sera à 100 milliards. Alors ce chiffre paraît peut-être abstrait à ceux et celles qui nous écoutent, mais je vais tout de suite l'incarner. 100 milliards, c'est 4 à 5 points de croissance. C'est une réserve de croissance, c'est la plus forte que nous ayons. Pour que les ménages consomment leur épargne, l'élément clé, qui ne se mesure pas, Edwige Chevrillon, mais qui est absolument central, c'est la confiance. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la confiance des ménages? Il y a un élément qui n'est pas économique, c'est la confiance sanitaire. Et j'espère beaucoup que les progrès que nous avons vus dans notre pays et en Europe vont continuer. Alors même, nous le savons, que nous avons plutôt des mauvaises nouvelles aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Et y compris en France, parce qu'en Mayenne, il y aurait des points. Oui, alors il y a. Des foyers. Je crois que là aussi, il faut que nous gardions notre calme et notre confiance. Il va y avoir des redémarrages locaux. Mais nous sommes aujourd'hui en situation, heureusement, d'épidémie maîtrisée et il faut que les progrès continuent. Sur le front de la confiance économique, ce que je dis dans cette lettre, c'est que je crois qu'on peut l'aider avec 3 garanties qu'on donne aux ménages. Et je vais aller très rapidement là-dessus. La première, c'est ce que j'appellerais une garantie fiscale. Le président de la République, le gouvernement, ont dit qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Je crois que c'est justifié. Oui, enfin en même temps, alors là, pardonnez-moi de vous interrompre, mais quand même, il y a beaucoup de Français qui disent qu'ils veulent une hausse d'impôts, notamment pour les hauts revenus. Ça serait un facteur de confiance, peut-être pour une partie des Français. La Banque de France s'occupe de beaucoup de choses, de politique monétaire, de surveillance des banques, mais pas de politique fiscale. Et c'est vous qui abordez le sujet. Et je vous remercie beaucoup de faire les réponses. Non, mais je ne peux mieux dire. Ce que nous disons globalement, et nous avons été faire un peu de recherche d'histoire économique, il y a un précédent pas très connu, c'est le président américain Roosevelt en 1933. Il y a un problème de confiance des ménages et il ramène la confiance des ménages en disant dans les années qui viennent, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Je dois dire que symétriquement, c'est très difficile d'imaginer des baisses d'impôts vu notre situation budgétaire et donc je crois que donner aux acteurs privés, ménages et entreprises une garantie de stabilité fiscale sur plusieurs années, ça pourrait être une bonne stratégie. C'est nouveau en France, entre nous. Nous avons le génie des augmentations, des baisses, des créations. Si vous me permettez l'expression, il y a une forme de concours l'épine fiscale dans notre pays, dont il faut saluer la créativité, mais pas l'efficacité économique. Ça, c'est la première garantie. La deuxième garantie, c'est une garantie sociale. Nous avons la chance d'avoir une sécurité sociale forte. Pourquoi c'est très important aujourd'hui ? Parce qu'une des craintes des ménages, qui peut pousser à ce qu'on appelle de l'épargne de précaution, c'est la crainte de la montée du chômage. Ouais. Le maintien d'une indemnisation chômage élevée est plutôt un atout aujourd'hui dans la confiance économique et dans la reprise. Après, je ne me prononce pas pour savoir s'il faut faire telle ou telle réforme, mais le fait d'avoir le modèle européen, le filet de sécurité européen, c'est un atout de confiance. C'est un tout petit peu contradictoire avec ce que vous disiez en disant que le bouclier public qui a été mis en place, il ne peut pas durer éternellement. Non, donc notamment sur le chômage. Vous voyez, peut-être qu'il faudrait... Pardon Edwige Chevrillon. Je crois que ce qui est très important, c'est par rapport à votre question de tout à l'heure, c'est de distinguer ces deux temps. Il y a eu ce temps exceptionnel de la mobilisation d'urgence, avec des dispositifs de chômage partiel, de prêts garantis par l'État. Ceux-là, doucement, il faut les diminuer. Ce dont je parle, c'est ce qui préexistait, c'est-à-dire notre système de protection sociale, et c'est plutôt un atout pour la confiance, parce que nous serions dans un pays
Prenez les États-Unis, malheureusement, qui ont eu 20 millions de chômeurs supplémentaires, ou des pays en développement où il n'y a pas d'assurance chômage, il y aurait une épargne de précaution très forte. Troisième garantie, si vous permettez, très importante face à l'emploi dont vous parlez, c'est ce qu'on pourrait appeler une garantie formation. Et c'est celle sur laquelle on insiste peut-être le moins, mais je crois qu'elle est vitale, en particulier pour les jeunes. Il va y avoir des transitions de l'emploi accrues par la crise, mais de toute façon, l'économie change. La reconstruction qui est devant nous, c'est pas un redémarrage à l'identique, c'est une transition écologique, c'est une transition digitale, c'est des innovations. Il n'y a pas aujourd'hui de réforme plus efficace, plus juste face aux inégalités que d'aider les Français, et en particulier les jeunes, à être équipés face à ces transitions. Ça veut dire en particulier l'apprentissage. Nous avons fait des progrès, surtout retrouvons ce fil. Avant de passer peut-être au volet entreprise, j'ai quand même deux, trois questions. C'est sur cette activité en aile d'oiseau, comment faire pour que ça remonte encore plus vite? Est-ce que, par exemple, alors le plan de relance, vous avez un peu éludé la question, pour vous, c'est important, mais enfin, c'est pas vital, parce que c'est pas au cœur. C'est moins central que la confiance. Disons que si des mesures de relance participent à la confiance, elles sont bien ciblées, mais par ailleurs, il faut le dire, il y a quand même des limites à l'argent public. Et l'argent public, Edwige Chevrillon, on raisonne toujours comme si, parfois, comme si l'État, ça nous était totalement extérieur, un espèce de tiers richissime qui a les poches profondes. On perd ce sentiment de plus en plus. Oui, mais Edwige Chevrillon, raison de plus pour redire à votre micro, et je crois que tous ceux qui nous écoutent ont ce bon sens, l'argent public, c'est le nôtre. C'est celui de nos enfants, celui de nos petits-enfants. Et donc, c'est celui de la Banque Centrale Européenne. Et donc, on va parler, si vous voulez, de la Banque Centrale Européenne, qui ne fait que prêter et qui ne donne pas. Mais il faut que cet argent public soit utilisé de manière efficace. Ça a été le cas pendant la mobilisation d'urgence, mais nous n'avons pas à prolonger les mêmes mécanismes demain. Voilà, comme ça, au moins, c'est dit. Y compris sur le chômage, on est bien d'accord. Hein, sur le chômage, alors je vais vous citer un exemple. Vous parliez de l'activité partielle tout à l'heure. Il y a eu un dispositif massif et qui a très bien fonctionné en France au printemps. Alors, il y a aujourd'hui... Ah oui, mais si vous me posez des questions importantes... c'est des questions de fond avec vous, monsieur le gouverneur, ça c'est sûr. Il faut que vous me laissiez répondre. Il y a eu un accord des partenaires sociaux, c'est un très bon exemple de dialogue social, sur ce qu'on appelle l'activité partielle de longue durée. C'est-à-dire qu'on pourra maintenir plus longtemps des dispositifs généreux de ce type, mais c'est conditionné par un accord d'entreprise et qui va probablement intégrer à la fois la vue économique, parce qu'il y a des restructurations nécessaires, et la vue de l'emploi. Je crois que ça, c'est un dispositif intelligent. Safran a signé, semble-t-il, un des premiers accords de ce type. Il y en a quand même quelques-uns. Et c'est notamment, j'espère, une réponse aux menaces de plans sociaux dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que toutes les questions autour de la rénovation thermique, la transition écologique, est-ce que c'est un facteur d'activité ? Facteur de retrouver, de reprendre la courbe en V? Je crois qu'en tout cas, c'est un des éléments de la reconstruction. Je ne sais pas vous dire honnêtement si le profil d'aile d'oiseau va aller plus vite, si on réussit cette transition écologique, parce qu'il y a des investissements qui prennent du temps. Donc je crois que je vous mentirais de vous dire que ça joue un rôle énorme dans la conjoncture. Par contre, ça joue un rôle extrêmement important dans réussir cette reconstruction comme une transition positive. Et là, l'Europe entre en scène. Une des quelques bonnes nouvelles de cette crise, parce qu'il y en a dans une crise très sévère, c'est que l'Europe s'est enfin mobilisée pour apporter une capacité budgétaire commune et un plan d'investissement commun. Il n'est pas encore adopté, comme vous savez, mais ça, c'est l'accord du président. Peut-être ensuite, en deux étapes. Voilà, mais c'est l'accord. Et ça, je crois qu'il faut aussi savoir saluer les changements positifs. C'est l'accord du président de la République et de la chancelière allemande en date du 18 mai. Ça, je peux vous dire que ça a vraiment changé le regard, y compris des non-européens sur notre continent. Il y a un volet, avant de parler de cette fameuse dette, est-ce qu'on peut l'effacer ou pas l'effacer, il y a le volet entreprise. Il y a eu ces fameux prêts garantis par l'État. Il reste maintenant la question de savoir si les entreprises pourront les rembourser. Et vous insistez du reste dans votre lettre au président sur le fait qu'il y a un problème de fonds propres des entreprises. Oui. Et comment on explique qu'il peut y avoir une sorte de cantonnement possible de ces PGE. Comment est-ce que vous voyez cette sortie de ces plans garantis par l'État ? Alors, là aussi, il faut distinguer les deux temps. Dans le temps d'urgence, la priorité, c'était la trésorerie des entreprises. Elle a été réussie. Aujourd'hui, on est dans la bonne phase. Oui, mais partons de là où nous sommes. Elle a été réussie. On estime qu'il y aura plus de 120 milliards de PGE. Au passage, c'est le chiffre le plus élevé d'Europe, 3 fois supérieur au chiffre allemand. Mais ça traite la trésorerie des entreprises et ça l'a bien traité. Alors ensuite, nous avons regardé dans le temps 2,
qu'est-ce qui va se passer sur les besoins de fonds propres? Beaucoup d'entreprises vont assez naturellement, au fur et à mesure de leurs recettes qui arrivent et de la reprise, rembourser ces PGE. Au passage, d'ailleurs, je glisse un message. Les PGE, ils sont conçus initialement pour 1 an, mais il y a une possibilité de 5 années supplémentaires. Je crois qu'il serait important d'ouvrir cette possibilité et d'en préciser les conditions. Justement, des chefs d'entreprise nous ont dit demander au gouverneur que les banques puissent préciser les conditions et notamment le taux d'intérêt après On a parlé hier encore avec Nicolas Dufourcq, le patron de la BPI ici même. Edwige Chevrillon, je ne savais pas que je devançais la question que vous deviez me poser, mais je crois qu'il serait souhaitable effectivement de clarifier ces conditions. Il y a des entreprises qui choisiront de rembourser au bout de la première année parce qu'elle est très favorable en taux. Les taux monteront les années suivantes et c'est normal. Les taux ne peuvent pas forcément être les mêmes dans toutes les banques, parce qu'il y a aussi de la concurrence qui doit jouer, et heureusement, mais je crois qu'il serait souhaitable de clarifier ça pour que les entreprises qui le souhaitent puissent prolonger. Mais ça, c'est toujours des prêts. Hein. Comment clarifier ? Pardon ? Comment clarifier ? Alors, clarifier, encore une fois, c'est un effort des banques à voir avec l'État, mais je crois qu'il faut donner le cadre dans lequel s'exercerait l'option de continuer. Mais ça reste des prêts, Edwige Chevrillon. Même si j'ai 5 années supplémentaires, je dois le rembourser. Nous savons tous qu'il y a des besoins de fonds propres dans certains cas, c'est-à-dire des besoins durables, y compris si les entreprises veulent financer leurs investissements, et des investissements risqués avec de l'innovation, on le finance mieux avec une bonne part de fonds propres. Alors nous avons fait un travail, nous à la Banque de France, que nous publions pour la première fois ce matin. Nous avons la chance d'avoir une base micro des comptes des entreprises, qui s'appelle FIBEN. Et pour vous faire très court, les PGE, ça va être plus de 120 milliards d'euros, je le disais. Nous estimons que le besoin de quasi-fonds propres publics sur les PME, les TPE, les ETI indépendantes, je ne parle pas des grandes entreprises, elles sont traitées par le marché ou par des nationalisations temporaires, mais que sur les ETI indépendantes, PME et TPE, le besoin de quasi-fonds propres publics sera entre 10 et 20 milliards d'euros. Alors, je m'attarde 1 minute sur ce chiffre. C'est à la fois peu et beaucoup. C'est peu parce que par rapport aux chiffres dont vous parliez tout à l'heure sur un plan de relance, par rapport au déficit, etc., c'est accessible. D'autant qu'il s'agit d'un investissement et qu'on peut espérer, nous les contribuables, récupérer une bonne partie de cette somme. En même temps, c'est beaucoup parce que quand vous comparez ça aux mécanismes qui existent une année normale, les mécanismes de marché, les mécanismes privés, pour ce qu'on pourrait appeler du retournement. Il s'agit d'aider des entreprises qui sont viables économiquement, mais fragilisées financièrement par la crise Covid. D'habitude, c'est quelques centaines de millions d'euros. Donc là, il faut mettre un paquet beaucoup plus important sur la table. Il faut le faire de façon sélective. On reviendra peut-être sur les mécanismes. Mais je crois que ça, c'est pour conforter la confiance des entreprises. Vous voyez, c'est le pendant des mesures dont on parlait sur la confiance des ménages. À quoi vous pensez ? Alors, donnez-nous un exemple, justement. Je vais vous en donner plusieurs, M. Chevrillon. Mais je voudrais surtout m'attarder sur les principes. Il y a plusieurs instruments qui ont été évoqués. Il y a des prêts participatifs. Il y a ce qu'on appelle des obligations convertibles. Il y a des actions préférentielles avec dividendes prioritaires. Tous ces instruments ont en commun de ne pas avoir de droit de vote. Et ça, c'est important, parce que je crois que l'État ou la puissance publique ne va pas devenir gestionnaire d'une PME ou d'une ETI. C'est le patron et ses actionnaires actuels qui le font très bien. Mais ils doivent être correctement rémunérés. Je ne dis pas qu'il faut choisir tel ou tel instrument. Je crois que pour une fois en France, ça serait pas mal qu'on ait un peu de diversité et qu'on ait 2, 3 instruments sur la table, peut-être avec des circuits de distribution différents et puis qui couvrent des besoins un peu différents, notamment selon la taille des entreprises. Par contre, il y a un principe qui nous paraît extrêmement important, quel que soit l'instrument, c'est un principe de sélectivité. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre cet argent sur des entreprises qui n'en ont pas besoin et qui pourraient se financer normalement, ou en sens inverse, sur des entreprises qui ne seraient pas viables économiquement. Parce que ça serait à la fois perdre des fonds publics, et puis ça serait empêcher que cette reconstruction soit aussi une transformation. La reconstruction, c'est pas le démarrage à l'identique. Il faut qu'on en saisisse pour faire des entreprises plus fortes et plus innovantes. Et donc, comment est-ce qu'on assure cette fameuse sélectivité ? Il faut dire les choses très directement à votre micro. Je crois qu'à BFM Business, on peut vraiment dire les choses. Ça ne peut pas être la puissance publique qui sait quelles sont les entreprises viables économiquement. Donc, il faut des spécialistes.
Oui. Il faut des investisseurs privés. Il faut qu'ils aient une participation aux côtés de ces fonds publics. Ça peut être minoritaire. Je ne demande pas que ce soit 50-50. Mais il faut un ticket modérateur privé et il faut une décision qui soit une instruction des dossiers et qui soit largement faite par des spécialistes. Alors ça peut être des fonds, ce qu'on appelle le private equity. Ça peut être BPI France. Vous parliez de Nicolas Dufort tout à l'heure. Ça peut même être des banques. Mais ceux qui décident doivent aussi mettre un peu de leur propre argent. Ça, c'est la garantie du fait qu'ils font une instruction sérieuse. Oui, mais comme vous dites, c'est des fonds privés. À ce moment-là, il y a une sélectivité peut-être trop forte. Non, non, mais ce point est très important. C'est une question de réglage. Permettez-moi d'y rester encore une minute. Une toute petite minute. Non, Il restera 3 minutes pour parler de la dette perpétuelle. La dette perpétuelle, ça va aller assez vite. Mais non, ce point est très important. Là, on parle de mesures positives. Quel est l'effet de levier? C'est que ces quasi-fonds propres publics, c'est un apport très important, je le disais, par rapport aux fonds habituellement disponibles sur ce marché. Et donc, si un investisseur privé apporte, prenez ça comme un exemple, apporte 10 mais rapidement, François-Villeroy de Galhau. Vous allez voir, c'est très simple. Apporte 10 et que les fonds publics apportent 50 ou 100, l'effet de levier est très important. Oui. Mais c'est important qu'il y ait ce ticket modérateur par sa garantie. Honnêtement, c'est pas l'État qui sait quel est l'avenir d'une entreprise. Ça garantit qu'il y a aussi un regard économique. Et encore une fois, c'est notre intérêt pour que cette transformation nous rende plus forts. Cette dette du Covid, ou de la Covid plutôt, qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce que la Banque Centrale Européenne peut l'effacer? Est-ce qu'il faut la cantonner? Alors, moi, je posais la question à Philippe Brassac, patron de Crédit Agricole, que vous connaissez bien. Bon, lui, il disait, techniquement, c'est possible. Bah, écoutez, Philippe Brassac... Première banque de France, hein. C'est très respectable et je ne me mêle pas des affaires du Crédit Agricole. Je vais juste répondre pour la Banque Centrale Européenne et la Banque de France. Nous ne pouvons pas annuler les dettes que nous détenons. Alors je vais expliquer pourquoi. C'est une question qui est effectivement très souvent posée et tout débat est légitime dans une démocratie. Nous ne le pouvons pas, d'abord parce que la France s'est engagée dans le traité à ne jamais le faire. Alors quelquefois on dit « Ah, c'est encore une interdiction ». C'est une dette perpétuelle. Non, attendez, on va parler de la dette perpétuelle après. Vous commencez par l'annulation. Oui. Mais laissez-moi expliquer, parce que je crois que c'est une question très, très importante et qui mérite peut-être 2 minutes. Je suis désolée, c'est pas possible. Alors, on pourrait dire que c'est une interdiction européenne, c'est beaucoup plus que ça. C'est un pacte de confiance, c'est un engagement que nous avons pris vis-à-vis des autres États et surtout vis-à-vis des citoyens de l'Europe. 76% des citoyens font confiance à l'euro. Ils le font parce qu'ils savent que cette monnaie est gérée sérieusement. D'ailleurs, Edwige Chevrillon, regardez les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon. Ils n'ont pas le même traité et pourtant, les financements monétaires des déficits, ils sont aussi exclus. Donc c'est un élément central de la confiance. Alors quelquefois on nous dit, il y a une variante soft, si vous me permettez, c'est vous gardez les dettes mais vous les transformez en dettes perpétuelles. Ça revient à perdre une part de leur valeur considérable. Si vous avez, vous, une créance sur un de vos proches de 100 et que brusquement ce proche vous dit Edwige, je ne vais pas vous rembourser les 100, votre créance a perdu beaucoup de sa valeur. Donc nous ne pouvons pas non plus le faire. Par contre, impossible. Mais c'est pas impossible, c'est la base d'un pacte de confiance. Si vous me permettez d'ajouter un point technique, mais je crois qu'il est important, supposons que ça soit ouvert. Ça ne rapporte rien. Je vous dis très simplement pourquoi. La Banque de France détient 400 milliards d'euros de dette française, un peu plus. Si on décidait qu'on efface ces 400 milliards, dans la minute, nous avons gagné 400 milliards avec la poche gauche, mais nous les avons perdus avec la poche droite parce qu'on constate un trou de 400 milliards dans le bilan de la Banque de France qui appartient à tous les Français. Donc on n'a rien gagné, mais on a perdu la confiance des citoyens dans la monnaie. Le message est envoyé. Mais ça n'est pas théorique ce que je vous dis. Regardez l'Argentine ou le Liban aujourd'hui, la perte de confiance dans la monnaie, c'est très grave. Gallo, gouverneur de la Banque de France, très en verve aujourd'hui, mais il faut dire qu'il y a des messages essentiels à faire passer. Merci beaucoup. Donc cette lettre au président que vous avez publiée ce matin.